Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée par Perrine Suquet avec Charles Deluermoz comme chaque jour. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale de l'heure du crime consacrée à l'un des plus grands mystères de ces 20 dernières années, la disparition il y a 20 ans, jour pour jour, c'était le 14 novembre 1996, de la petite Marion Wagon, 9 ans, disparu en quelques minutes à une centaine de mètres de son domicile à Agen. Et il faut savoir que l'instruction est toujours ouverte aujourd'hui. Nous allons faire le point sur l'enquête avec nos invités tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons revenir ensemble sur les circonstances très particulières de cette disparition d'enfants. Jeudi 14 novembre 1996, ce jour-là, à l'heure du déjeuner, les parents de Marion, Françoise et Michel, Michel est carrossier à Agen, attendent, comme chaque jour, que leur fille les rejoigne pour déjeuner, donc en famille, avec leurs deux aînés, Charline, 14 ans, et Gilles, 15 ans. Marion est une jolie petite fille qui vient tout juste d'avoir 9 ans. Chaque midi, elle fait le chemin avec une de ses camarades de son école primaire. 2 fois par semaine, elle fait aussi un détour. Elle accompagne sa copine jusqu'au salon de coiffure où travaille sa mère, avant de reprendre la direction de la rue d'Anglas, où elle habite. Le jeudi, son amie en général reste à la cantine, et la fillette rentre donc seule chez elle. Souvent, Marion aime courir par plaisir, et le temps du trajet s'en trouve donc raccourci, 5 minutes, 6 peut-être au grand maximum. Le jour de la disparition, l'institutrice de la classe de Marion lâche les petits élèves avec une dizaine de minutes de retard. À 12h11, selon l'un des rares témoignages recueillis par les enquêteurs, à 12h11, Marion parvient à la maternelle toute proche pour faire une bise à son ancienne institutrice. Elle s'amuse quelques instants sur le toboggan qui trône au milieu de la cour de l'école. « Je joue encore un peu, puis je vais déjeuner », dit-elle à son ancienne maîtresse. Et puis, une mère de famille va l'entendre dire qu'elle est en retard et elle la voit filer en courant. Cette femme est la dernière personne qui ait vu Marion ce jour-là. Sur le boulevard de la Liberté, Guy Démon, l'îlotier qui fait traverser les enfants au passage pour piétons, termine son service à 12h16. Quand il s'en va, ce jeudi 16 novembre, 14 novembre, Marion n'est pas passée, il en est certain, car il connaît bien cette gamine qui lui dit toujours bonjour. À 12h25, les parents de Marion s'inquiètent de ne pas la voir arriver. Ils envoient les deux aînés sur le trajet de leur petite sœur. Sans succès, Marion semble s'être envolée. À l'hôpital, au commissariat, à la gendarmerie où il téléphone, personne n'a entendu parler d'une fillette qui aurait eu un accident ou un malaise. Alors, une fugue, un enlèvement? À 12h45, ils préviennent la police de la disparition inquiétante de Marion. Dans les jours suivants, le père de Marion, Michel, sillonne la ville en essayant de se mettre dans la peau de sa fille. Il se rend du côté du seul McDo d'Agen, il va à la gare, il passe dans un quartier fréquenté par des squatters et quelques vagabonds. Partout, en fait, il arrive déjà après la police, qui a pris la disparition très au sérieux, d'autant plus que 12 ans avant, en 1984, une fillette de 10 ans, Magali, avait été retrouvée violée et assassinée. Michel Wagon vérifie, l'auteur de ce crime, qui avait été rapidement arrêté à l'époque, se trouve toujours incarcéré en 1996. Très vite, l'hypothèse première, celle de la fugue à la suite d'une dispute familiale, est abandonnée et les investigations prennent rapidement de l'ampleur. Toute la journée et le lendemain, policiers et gendarmes ratissent le terrain, on fouille les immeubles, les caves, on fouille les berges de la Garonne et les alentours du canal du Midi, survolés par un hélicoptère. Les militaires font ouvrir les coffres des voitures qui quittent la ville. Dès le vendredi, une information judiciaire pour enlèvement est ouverte. 2 juges d'instruction sont désignés, Colette Lajoie et Maryse Lemain-Régnier.
L'APJ et les gendarmes contrôlent plusieurs centaines de délinquants mêlés à des affaires de mœurs. Pas de résultat. Le commissariat d'Agen fait alors appel à Annie Gourgue, la présidente de l'association La Mouette, qui s'est créée justement 12 ans plus tôt, au moment de la disparition de la petite Magali, et qui s'occupe maintenant avec son association des enfants en danger. C'est à cette femme archiviste au département, ancienne secrétaire du président du Conseil général, qu'on doit l'incroyable mobilisation de l'opinion publique sur la disparition de Marion. L'association réussira en effet à faire afficher entre 800 000 et 1 million de photos de Marion en France et à l'étranger. 3 mois après la disparition de la petite fille, sa photo va être également imprimée sur 10 millions de packs de lait. Mais l'enquête piétine. Malgré cette extraordinaire mobilisation, sur RTL, Patrick Hisson fait le point de l'affaire. Nous sommes le 15 février 1997. Même si l'enquête piétine, le SRPJ de Toulouse reste mobilisé. La disparition de Marion est depuis 3 mois l'affaire prioritaire. 10 personnes y travaillent en permanence et chaque jour apporte son lot de vérifications des très nombreux appels téléphoniques reçus par les policiers, malheureusement sans résultat. Grâce essentiellement à l'action de l'association La Mouette, à Toulouse comme partout en France, les affiches représentant le portrait de Marion sont omniprésentes. La population est sensibilisée. Je les vois au supermarché, je les vois chez le coiffeur, je les vois contre les arbres. Et ça n'a pas bougé depuis le début. On ne peut pas passer un jour dans Toulouse sans être interpellé par l'image de Marion qui est présente auprès des commerçants, auprès des artisans, des taxis, des bus et autres dans toute la ville de Toulouse. Et ce qui nous permet d'être sensibilisés, de continuer les recherches éventuelles par rapport à Marion. Pour ne pas oublier Marion, d'innombrables rubans blancs ont également fleuri hier un petit peu partout sur les véhicules. Jamais une affaire de disparition d'enfants n'avait mobilisé autant d'énergie, de solidarité. À ce jour, plus de 700 000 portraits de la petite fille ont été diffusés en France et dans les pays frontaliers. Pendant toute l'année 1997, les recherches continuent, mais les 2 juges d'instruction décident alors de retirer l'enquête à l'APJ pour la confier officiellement à la gendarmerie qui va créer la cellule Marion, avec une quarantaine de gendarmes qui travaillent donc exclusivement sur l'affaire. 300 suspects sont interrogés, 1300 appartements qui se trouvent sur le trajet de Marion entre son école et son domicile sont visités et leurs 2300 occupants interrogés. Le canal latéral de la Garonne est vidé sur 14 km, 6 écluses sont sondées par des plongeurs. 1 an après la disparition de Marion, on est toujours sans nouvelles d'elle. L'Institut de recherche criminelle de Rosny-sous-Bois est alors mis à contribution. Nous sommes en 1998 et les gendarmes utilisent pour la première fois un logiciel américain qui permet de vieillir la photo de Marion, comme l'explique sur RTL à l'époque Patrick Tégéraud. Le portrait dont disposaient les gendarmes était trop ancien. Il faut tenir compte de la croissance de Marion. En utilisant un procédé américain, les informaticiens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont fait vieillir les traits de Marion en modélisant son visage et ceux de ses parents. Le général Jean Rivière, commandant de la région de gendarmerie atlantique. À partir d'éléments anatomiques qui ont été dégagés par des chercheurs américains, de transposer en quelque sorte ces règles de vieillissement par système informatique sur le visage de Marion pour procéder à un vieillissement du cartilage du nez, par exemple, qui en modifie légèrement la forme et d'autres éléments du visage. La forme du visage, la bouche, le menton sont ainsi transformés. Michel Wagon, le père de Marion, a été l'un des premiers à voir le résultat, non sans une certaine émotion. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est sûr que ça nous a laissé un peu drôle sur le coup, quoi, mais c'est vraiment Marion, quoi. Et je vous dis, de bénéficier de cette technique, c'est vraiment important et on espère beaucoup dans ça. Nous, on tient le coup, c'est très dur, c'est très difficile à vivre, mais il faut retrouver Marion, on n'a pas le droit de l'abandonner. Des témoignages vont signaler la présence de Marion dans 89 pays. Les gendarmes vérifient tout. Ils enquêtent en Italie, en Suisse, en Belgique, en Pologne, au Portugal et même en Martinique. Sans succès, Marion reste introuvable. Aujourd'hui,
20 ans plus tard, la cellule Marion est fermée, au sens où des enquêteurs ne travaillaient pas uniquement à cette affaire, mais l'enquête reste ouverte et 2 gendarmes, selon nos informations, sont toujours en veille sur ce dossier. Il n'y a pas une affaire de pédophilie en France, un enlèvement ou une tentative sans qu'une vérification ne soit effectuée. Le dossier de cette affaire représente 50 tomes, 6000 pièces de procédure, des milliers d'auditions, d'interrogatoires, de rapprochements, de vérifications. Pour ses parents, il reste toujours, bien sûr, un mince espoir que Marion soit retrouvée un jour, ou tout au moins qu'une information parvienne aux enquêteurs et permette enfin de savoir ce qui s'est passé ce 14 novembre 1996. Le point sur l'affaire de la disparition de la petite Marion dans un instant. Avec mes invités, nous retrouverons Patrick Tégéraud, le correspondant d'RTL dans la région, Maître Georges Catala, avocat au barreau de Toulouse, qui est l'avocat de Michel et Françoise Wagon, les parents de Marion, et cela depuis 20 ans. Roland Courdès, ancien commandant de police à Agen, c'est lui qui a suivi tout le début de cette enquête. Il est encore aujourd'hui très marqué par cette affaire. Et puis nous aurons également en ligne Annie Gourgue, la présidente de l'association La Mouette, qui a organisé la marche blanche qui s'est déroulée aujourd'hui à l'heure du déjeuner à Agen. L'heure du crime sur RTL. La disparition de Marion Wagon, un des plus grands mystères de ces 20 dernières années. Aujourd'hui, 14 novembre 2016, cela fait 20 ans, jour pour jour, que cette petite fille a disparu en quelques instants, quelques minutes, à moins de 200 mètres, 100, 200 mètres de chez elle. Et on ne comprend toujours pas comment, dans une ville de 30 000 habitants, une fillette a pu disparaître comme ça, comme si elle s'était évaporée. Avant de prendre en ligne les proches et les acteurs du dossier dont je parlais tout à l'heure. D'abord, je voudrais faire un premier point avec Patrick Tégéraud, donc le correspondant d'RTL à Toulouse. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors, le point, bon, on va parler évidemment de cette marche blanche tout à l'heure avec Annie Gourgue, que nous aurons, qui a réuni dans le souvenir, quoi, toujours évidemment tous ceux qui habitent cette région et qui ont été évidemment frappés par... oui, d'après Philippe de Maria, que j'ai joint à l'instant, il y avait à peu près une 60aine de personnes. Alors ça paraît peu comparé aux mobilisations qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, mais c'est quand même beaucoup pour une petite ville de 30 000 habitants. Ce sont des gens qui parfois avaient déjà défilé, même il y a 20 ans, et qui gardaient toujours, je dirais, cette émotion, cet espoir aussi qu'il y ait toujours quand même une information qui finisse par briser ces 20 années de silence et peut-être donner une explication à la disparition de Marion. Alors Patrick Tégéraud, évidemment, vous suivez cette affaire pour RTL. Vous avez à de nombreuses reprises rencontré les parents de Marion. Comment vont-ils aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont-ils? Écoutez, je les ai eus au téléphone, enfin j'ai vu surtout Michel Wagon, le papa de Marion, au téléphone il y a quelques semaines. Il redoutait ce mois de novembre, qui est le pire des mois de toute l'année pour eux, parce que c'est aussi la préfiguration du mois de décembre, des fêtes de famille, et il y a toujours une absente depuis 20 ans, c'est Marion. Mais ils ont décidé quand même de vivre, parce que malgré leur immense et perpétuelle peine, eh bien Marion avait un grand frère, une grande sœur. Oui, désormais les parents de Marion sont grands-parents. Et donc, bien, voilà, ils ont déménagé quand même, ils ont changé d'employeur, ils ont changé de travail. Le père de Marion s'est même investi dans son village, où il est devenu conseiller municipal. Et quand j'ai discuté avec Michel Wagon il y a quelques semaines de sa voix douce, il m'a dit vouloir désormais éviter les caméras, les micros. Il a été très sollicité, il a toujours répondu présent pour parler de Marion, parce qu'il espérait ainsi pouvoir susciter un témoignage, un remords peut-être d'un témoin ou d'un complice. Et ils veulent désormais essayer d'avoir une existence à peu près normale, mais véritablement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce mois de novembre, c'est le mois le plus redouté. Le souvenir douloureux se fait encore plus évident. Voilà, vous confirmez donc que si la cellule Marion en tant que telle n'existe plus, il y a toujours 2 gendarmes donc qui suivent le dossier, 2 ou 3 gendarmes. C'est plus la cellule Marion, mais le dossier reste ouvert et les magistrats tiennent à ce que ce dossier reste ouvert. Ils font des actes de procédure, de façon à ce qu'il n'y ait pas de prescription possible et de façon à ce que dès que il y aura
l'arrestation peut-être d'un pédophile qui aurait pu être à Agen à l'époque des faits, eh bien le dossier puisse réouvrir immédiatement, qu'il y ait des enquêteurs qui connaissent déjà ce dossier de façon à être extrêmement réactif, très rapide. Tout le monde est prêt, mais on attend toujours et on attend depuis 20 ans. Voilà, et puis il y a cet espoir, évidemment l'espoir de retrouver Marion vivante est très très mince, mais il y a des affaires comme Natacha Campouche ou d'autres évidemment qui relancent l'espoir. Bon, mais c'est un mince espoir, il faut bien le dire, mais c'est surtout l'espoir d'aboutir à la vérité. Voilà, savoir, enfin savoir, car rien n'est pire que cette absence d'information. Cette disparition a été absolument totale. Les enquêteurs, Roland Courdès vous le dira mieux que moi, Georges Catala qui est à côté de moi vous le dira également. Je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à des parents de ne pas savoir. Alors nous ferons le point sur le dossier judiciaire avec Maître Catala tout à l'heure, et dans un instant, après une pause, nous allons retrouver justement Roland Courdès. Alors lui, c'est un ancien commandant de police à Agen. Il a suivi tout le début de l'enquête, en fait les 14 derniers mois avant de partir en retraite, il les a consacrés à cette enquête. Et il demeure aujourd'hui encore très marqué par cette affaire, et nous avons voulu dans cette émission spéciale lui donner toute l'attitude pour revenir ensemble sur les débuts de cette enquête et essayer de comprendre ensemble aussi comment il se fait que on n'ait pas eu de pistes vraiment sérieuses à suivre tout au long de ces années. À tout de suite. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. La disparition de la petite Marion Wagon, c'était donc il y a 20 ans jour pour jour, 14 novembre 1996. On va en parler maintenant avec Roland Courdès. Roland Courdès était à l'époque le chef de la sûreté urbaine d'Agen. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est vrai que cette affaire, on la prend dans tous les sens, et personne, ni le public que nous sommes, ni les professionnels de l'enquête comme vous ou des gendarmes qui ont été sur cette affaire, personne ne comprend comment on n'a pas pu tirer un fil. Comment vous expliquez ça ? Oui, d'abord je vous remercie beaucoup de me donner la parole, parce que depuis quelques années, j'entends ou je lis les commentaires laissant supposer qu'on a tardé à réagir parce que pour écarter l'hypothèse d'une fugue, c'est absolument faux. Moi, je peux vous parler du début de l'enquête puisque c'est moi qui l'ai déclenché. Voilà, c'est moi qui l'ai déclenché à l'instant même où M. Wagon a téléphoné au commissariat. Je me souviens parfaitement avoir envoyé à sa rencontre une patrouille pour récupérer le signalement de Marion, une petite photo d'identité qu'il nous a donnée et démarrer les premières recherches. Pourquoi ? Parce que, s'agissant d'une enfant de 9 ans, fugue ou pas fugue, on se bouge et on ne laisse pas une enfant de 9 ans sur le terrain comme ça. D'autant, et c'était mon cas, quand on a connu, quelques années auparavant, l'assassinat de la petite Magali. En 84, si vous voulez, pour moi, ça a été un déclic immédiat. Oui. Voilà. Mais alors, puisque vous parlez de l'affaire de cette petite fille Magali qui a été violée, qu'on a retrouvée assassinée, dont on a arrêté l'auteur, à l'époque, il y avait eu, je crois, des témoins qui avaient décrit une voiture. Enfin, il y avait eu dans l'enquête des choses concrètes, quoi, que vous aviez pu exploiter à l'époque. Voilà, il y avait donc le cartable de Magali qui avait été retrouvé sur le trottoir, et puis des gens qui avaient vu une voiture, une Renault 5 rouge dans le secteur. Par contre, pour Marion, il n'y avait ni le moindre témoignage, hormis celui de la mère de sa copine qui la voit partir, ni le moindre élément matériel, après avoir parcouru mètre par mètre le trajet supposé de Marion. Donc c'était totalement une inconnue, et c'est resté totalement une inconnue d'un bout à l'autre de l'enquête. Alors, il faut dire, Roland Courdès, les enquêteurs le disent souvent, quoi, il faut une part de chance, un petit coup de pouce quelquefois de la chance dans une enquête. Là, en fait, le 14 novembre 1996, je crois qu'il pleut. Il y a peu de gens dans les rues finalement. Il y a peu de gens dans les rues, donc moi, ma première réaction, c'est déjà entre midi et 2, il faut rassembler tout le monde, parce qu'entre midi et 2, la France s'arrête, c'est l'heure du déjeuner. Donc ça prend un petit peu de temps pour rassembler les troupes. Et puis ma première idée, c'est d'essayer de trouver un chien de recherche. Bon, ça me demande un petit peu de temps, mais je finis par en trouver un.
qui n'intervient malheureusement qu'en fin d'après-midi. Et ce chien, tout bêtement, il trouve rien dans la cour de Marion, mais il suit l'itinéraire de Marion et il grimpe dans les étages d'un immeuble à une cinquantaine de mètres de chez Marion, et il nous désigne un placard. Alors, dans ce placard, on trouve des vêtements. On fait une petite enquête sur le palier, on s'aperçoit qu'ils appartiennent à un peintre. Donc, forcément, le chien était vraiment sûr de lui, apparemment. Il n'arrêtait pas de gratter sur les vêtements. Enfin, il était vraiment très démonstratif. Donc, on peut pas faire autrement que d'interpeller le gars, de le mettre en garde à vue, de l'interroger. Bon, ça nous a pris 2 ou 3 heures, pendant lesquelles, de toute façon, les autres enquêteurs étaient à la recherche de témoins, de pistes, de renseignements. Vous savez, c'est très vite passé. Les premières heures sont très vite passées. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Alors, donc, tout ça, et vous êtes à 14 mois de votre retraite, donc c'est l'affaire qui va vous occuper quasiment minute par minute pendant tous ces mois. Et puis ensuite, alors, la PJ, on a retiré à la PJ les magistrats ou le procureur, je ne sais pas comment ça se passe judiciairement. Oui, voilà, ce sont les magistrats instructeurs qui, au mois d'avril 1997, après l'épisode qu'on appelait l'épisode de la Dordogne, c'est-à-dire ce gars qu'on avait suspecté d'être mêlé à l'enlèvement de Marion. C'était quelqu'un qui avait été condamné pour pédophilie, c'est ça? Voilà, qui était, au moment où nous sommes intervenus, il était déjà en prison pour une affaire de pédophilie. Et donc nous avions eu un renseignement un peu tardif, puisque nous l'avons eu début décembre, selon lequel c'était un cibiste. Il avait communiqué ce jour-là en disant je vais à Agen, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer un itinéraire plus court pour aller à Agen? Et donc évidemment, quand nous avons eu le renseignement, nous avons fait avec la PJ, dont c'était d'ailleurs la piste privilégiée, et c'est une piste quand même qui reste encore très marquante pour nous. Et donc nous avons mis tout en œuvre pour essayer de tirer ça au clair. Bon, le mis en cause, en fait, le suspect, plus exactement, a été longuement interrogé. J'ai participé à l'interrogatoire et j'avoue que j'en ai encore un souvenir un petit peu mitigé, parce que malgré ses dénégations, on avait l'impression quand même qu'il n'était pas du tout à l'aise. Malheureusement, il est décédé, et donc les traces matérielles qui auraient pu y avoir dans son véhicule, elles avaient été effacées avant que la police intervienne. Donc c'est une piste, pour moi, c'est un raté dommageable. Donc vous avez toujours cette affaire sur le cœur, quoi. Oui, c'est pas, je dis pas que j'y pense tous les jours, mais c'est quand même quelque chose que je pourrais pas oublier, parce que quelque part c'est un loupé, même si j'ai la conscience tranquille pour avoir travaillé 14 mois d'affilée tous les jours dessus. Bon, je peux pas m'en vouloir, mais je pense quand même que quelque part on a manqué quelque chose. C'est vraisemblable, mais c'était un échec collectif et individuel à chaque fois, pour chacun de nous, quoi. Je vous propose une chose, Roland Courdès, si vous en avez la possibilité. Je voudrais qu'on se retrouve en fin d'émission pour refaire un petit point, parce qu'on a besoin d'un point de vue professionnel aussi sur qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant, parce que c'est vrai qu'on peut pas dire que l'enquête continue. L'enquête, il n'y a plus de pistes à suivre là aujourd'hui, mais il y a peut-être des choses à exploiter. On en reparlera ensemble, si vous voulez bien, tout à l'heure, en fin d'émission. Et puis après la pause qui arrive maintenant, eh bien, on va retourner à Toulouse, au bureau RTL de Toulouse, et donc de Patrick Tégéraud et d'RTL Réunis, pour retrouver Maître Catala, l'avocat de la famille de Marion Wagon. L'heure du crime sur RTL. La disparition de Marion Wagon, 20 ans après, 20 ans d'énigmes, de mystères. Pourtant, une enquête, on le comprend à travers les différentes interventions, qui a mis des moyens considérables sur le terrain. Et malgré tout, donc, il faut bien appeler les choses par leur nom, un échec. Alors, on va continuer à parler maintenant de l'affaire, de son avenir judiciaire, avec Maître Georges Catala. Je rappelle que Maître Catala est avocat au barreau de Toulouse et qu'il est l'avocat de Michel et Françoise Wagon depuis 20 ans. Bonjour Maître. Bonjour.
Alors, où en est-on de votre point de vue d'avocat et peut-être aussi pouvons-nous, puisque vous avez suivi comme avocat de la famille de Marion, tout ce dossier d'instruction énorme, hein, puis on a parlé de 50 tomes aujourd'hui, des milliers de PV d'interrogatoire, de perquisition. Est-ce que tout a été fait à votre avis? Mon idée vieille de 20 ans est que chacun a fait ce qu'il pouvait d'une façon incontestable, mais que les choses n'ont pas toujours été très bien faites. Alors, sans doute faut-il considérer que nous étions 20 ans avant, que les progrès de la police scientifique n'étaient pas tels qu'ils existent à l'heure actuelle, qu'il y a eu une querelle imbécile entre le SRPJ et les gendarmes, querelle imbécile qui a incontestablement meurtri les parents wagons, qu'une dizaine de juges d'instruction se sont succédés, chacun avec ses velléités, d'autres avec un certain enthousiasme. Bref, disons, comme le disait Pasteur, que le hasard est toujours un hasard provoqué, et on peut peut-être expliquer cet échec au travers d'un cursus qui n'a pas toujours été parfait, malgré que les hommes qui sont intervenus, eux l'étaient. J'en veux pour preuve Monsieur Courdès, qui a incontestablement fait son boulot, avec des moyens qui pourraient nous décrire, qui n'étaient pas d'une grande, richesse. Voilà, c'est ça. Mais cela dit, quand on reprend ce qui a été mon cas là, en relisant tout ce dossier, en tout cas le dossier de presse, quand on parle de tous ces appartements qui ont été visités, les personnes qui habitaient interrogées, enfin, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont le fait d'avoir vidé le canal de la Garonne. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Qu'est-ce qu'on a pu... Et vous voulez dire qu'il y a eu une guerre des polices à un moment? Je comprends pas. Il y a eu... L'enquête ne devrait pas souffrir de ce genre de dissension. C'est bien mon avis. Il y a eu en tous les cas, puisque moi je suis là pour parler des parents wagons, une immense incompréhension, puisqu'ils étaient dans une parfaite confiance avec l'équipe du SRPJ qui les tenait très régulièrement absolument, au courant, et tout à coup sans qu'on nous explique ni pourquoi ni comment. Donc vous ne savez pas pourquoi l'enquête a été retirée à la PJ? J'ai peut-être quelques idées, mais enfin je ne pense pas qu'il faille les exposer crûment, mais toujours est-il que ça a dû perturber, je pense, ceux qui étaient à la tête de l'enquête initialement, et ça a incontestablement perturbé les parents wagons. Mais alors, maître, on a parlé très longuement donc avec Roland Courbès évidemment, puisqu'il était au début de l'enquête, chef de la sûreté, etc. L'enquête ensuite est partie du côté des gendarmes. Il y a eu cette cellule Marion, 40 gendarmes dédiés à cette affaire. Il y a eu un travail aussi considérable, non, de fait, de ce côté-là. Oui, il y a incontestablement eu du travail avec des gens qui sont compétents, avec des gens qui avaient qu'un seul souci, c'est la réussite. Mais en matière criminelle, et vous le savez mieux que moi, quand le temps passe, il est très difficile d'obtenir quelque chose, à moins que le hasard apparaisse. Oui. Alors, oui, je vous en prie, allez-y. Je veux dire, le deuxième volet de cette affaire, c'est que nous sommes aujourd'hui, 20 ans après, que contrairement à ce que j'ai pu constater, nous avons la chance cette fois-ci d'avoir un magistrat instructeur particulièrement sensibilisé par cette affaire et particulièrement diligent. Il m'a fait part, ou elle m'a fait part, de son souci d'aller plonger dans cette armoire, qui au départ était une immense pétodière, puisque les fichiers n'étaient même pas cotés, d'aller chercher dans ce dossier, si je puis dire, la substantifique moelle, et d'aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fort heureusement, la criminologie évolue, la police scientifique également, que des cellules épithéliales qui auraient pas pu être exploitées initialement avec les moyens qui étaient ceux d'il y a 20 ans peuvent l'être maintenant, qu'il existe des ordinateurs et des fichiers qui pourraient et qui peuvent peut-être nous mettre en face du point d'interrogation un personnage qui lui-même est fiché et qui aurait laissé quelques cellules épithéliales appartenant à Marion. Vous voyez que
C'est mince, mais c'est une possibilité. Il faut pour ça, évidemment, reprendre le dossier, peut-être avec un œil neuf. Et une volonté. Et un travail de Romain, si je peux me permettre l'expression. Absolument. Pour revenir sur tous les interrogatoires, toutes les pièces de procédure, quoi. Mais vous avez confiance, donc. C'est Victor Hugo qui disait il ne savait pas que la chose était impossible à faire, alors il l'a faite. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'adhère tout à fait à ce genre de formule. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Matt. Merci infiniment de ce point. Évidemment, on a compris que dès qu'il y a une affaire, soit de tentative d'enlèvement, soit de pédophilie, il y a une veille quand même encore aujourd'hui, et on n'a pas oublié que la petite Marion a disparu le 14 novembre 1996. On va faire une dernière pause dans cette émission et on va retrouver Annie Gourgue. Annie Gourgue, on a parlé tout à l'heure du travail considérable de son association La Mouette, considérable pour que l'affaire ne soit pas enterrée, qu'il y ait cette volonté, en tout cas, qui puisse s'exprimer, de voir l'enquête aboutir. Elle nous dira quel est son état d'esprit 20 ans après cette marche qui a réuni donc une poignée de personnes, mais il était important qu'il soit là. À tout de suite. L'heure du crime. Sur RTL. Dans un tout petit instant, on va rejoindre la présidente de l'association La Mouette, donc Annie Gourgue, dont je parlais il y a un instant. Mais d'abord, on retourne très rapidement à Toulouse, auprès de Patrick Tégéraud, se trouve toujours maître Georges Catala. Et je crois qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez revenir également dans l'idée de ce bilan après 20 ans de questions sur cette affaire. Oui, en cours de procédure, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, j'avais été reçu par les deux magistrats qui s'occupaient de cette affaire. Je me trouve en présence de gens en costume, avec l'accent parisien, et alors je leur demande ce qu'ils comptent faire. Et il m'indique, ça c'est quelque chose qui m'a absolument sidéré, on vient faire une séance d'hypnose. Hypnose de qui de la maman de Marion. Il est tout à fait évident que j'ai refusé ce genre d'acrobatie qui aurait immédiatement annulé la procédure, mais c'est vous dire que il y avait tellement de dévouement mal contrôlé, d'erreurs de jugement, que on pouvait aller à des extrémités extraordinaires, et cette séance d'hypnose a avorté, puisque je m'y suis opposé, a incontestablement marqué mon entendement. Oui, c'est-à-dire vous vouliez évoquer cela parce que ça veut dire simplement qu'on a des magistrats qui héritent, si j'ose dire, du dossier, puis qui se disent tentons même des choses un peu farfelues apparemment. Voilà. Qu'est-ce qu'aurait pu dire Madame, ou alors ça voulait dire qu'il soupçonnait la mère parlons clairement de quelque chose alors. Ça peut vouloir dire que comme il n'y avait aucune lumière dans cette affaire, on a à un moment donné soupçonné les parents, et les enquêteurs initiaux n'ont pas marché là-dedans parce qu'ils savaient très bien que les parents n'y étaient pour rien. Oui. Ça peut vouloir dire aussi que dans une espèce de désespérance, on va employer des moyens qui sont contraires aux bonnes mœurs judiciaires, si je puis dire. Donc, votre message, c'est gardons notre raison, mais exploitons tout ce qui est exploitable concrètement, rationnellement. Absolument. Je vous remercie beaucoup de cette mise au point, mais c'était important que vous la fassiez. Merci infiniment. On va retrouver donc Annie Gourgue tout de suite. Bonjour Annie Gourgue. Bonjour Jacques. Alors, on se connaît bien. Vous êtes venu très très souvent et à la télévision et à la radio dans des émissions pour porter finalement cet espoir de tout faire, ou de se dire que tout a pu être fait pour tenter de retrouver cette petite fille. Souvent, on dit ah oui, mais si cette disparition avait eu lieu, je dis n'importe quoi, la semaine dernière, il y aurait eu l'alerte enlèvement, il y aurait eu ça n'aurait pas duré longtemps. En fait, il n'y aurait pas eu d'alerte enlèvement à l'époque. Pour qu'il y ait une alerte enlèvement, il faut qu'il y ait des témoins visuels et que l'enlèvement soit quelque chose de certain. Hein. Je crois qu'il faut le redire quand même. C'est vrai, il faut le redire. Nous étions à la signature de cette mise en place. Il est vrai quand même. C'est pour ça que je vous en parle. Oui,
Faites bien, Jacques. Moi, je fais une petite parenthèse. Et je le redis, c'est vrai qu'il y a 20 ans, tout ça n'existait pas. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, nous avons quand même un journaliste à l'époque qui nous a entendus, qui nous a terriblement aidés. On a eu quand même 10 millions de packs de lait grâce à vous. Oui, mais ça, attendez, c'est pas le moment de se donner des médailles en chocolat. Nous, on a fait notre boulot. Annie Gourgue, non, laisse-moi juste le dire, on a fait notre boulot. L'histoire est la suivante, hein, c'est que dans l'émission Témoin numéro 1, on avait eu l'occasion de faire une émission avec le FBI qui, à l'époque, avait inventé ce fameux logiciel de vieillissement de photos. Et ce sont ces gens du FBI qui nous avaient dit à l'époque, vous savez, aux États-Unis, quand il y a une disparition d'enfants, les gens sont très réactifs et les industriels du lait, par exemple, font ce genre de choses. Donc voilà, nous sommes des passeurs. Hein. On a simplement suggéré à ce moment-là de contacter l'industrie laitière. Alors, ce genre... Ce que je veux dire, pardon, Jacques, c'est qu'il y a 20 ans, tout ce qui existe maintenant n'existait pas, mais qu'il y a 20 ans, nous avons eu le courage de mettre la fille de Marion dans la rue, dans les maisons. Oui. Mais alors, comment expliquez-vous que on revient, malheureusement, on est sur un constat d'échec après 20 ans. Comment expliquer, est-ce qu'il y a comment peut-on interpréter le fait qu'on n'ait jamais retrouvé le corps de cet enfant et que on ait que 10 millions de packs de lait, 1 million d'affiches en France et dans le monde n'ont pas apporté d'informations? Hélas, il n'y a pas que Marion. C'est pareil pour le petit Léo, c'est pareil pour la petite fille de Guermantes, c'est pareil pour Tatiana, c'est pareil pour Lucas actuellement. Il y a hélas des enfants qui disparaissent dont on ne retrouve pas la trace, ni ceux qui les ont enlevés. Mais moi je dis 20 ans après encore, nous, on a l'espérance que on peut-être saura. Et que 20 ans après, on peut encore dire des choses qu'on n'a pas osées, soit parce qu'on avait peur, soit parce qu'on a protégé. Je crois que c'est important aussi, cette supplique collective, de dire, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à parler, dites. Moi, ça me paraît quand même, ça me paraît important, cette journée que nous avons faite aujourd'hui. Ça donne, voilà, le sens de vos actions et le fait de revenir aujourd'hui manifester que des gens attendent la vérité et suggérer à ceux qui pourraient parler de le faire enfin. Je vous remercie, merci infiniment, Annie Gourgue, merci beaucoup. Merci à vous, Jacques, parce que sans les médias, c'est vrai qu'on ne pourrait pas communiquer. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour la suite, parce que je sais que vous vous battez sur tellement de fronts en même temps. Et puis il faut rappeler aussi qu'il y a le 116 000, c'est un numéro de téléphone qu'on peut faire maintenant dans l'Europe entière pour signaler des disparitions d'enfants. Et ça n'existait pas à l'époque, il y a 20 ans. Merci beaucoup, Annie Gourgue. Il nous reste très très peu de temps, un petit peu plus d'une minute et demie, mais je voudrais qu'on prenne quelques instants encore Roland Courdès au téléphone sur justement ce qu'on vient de dire, Roland Courdès. Vous pensez, votre expérience de policier, qu'il est possible que quelqu'un, un jour, craque s'il a une information et la donne? Écoutez, bon, pour avoir fréquenté, entre guillemets, professionnellement des pédophiles, je peux vous assurer que je n'en ai jamais trouvé un qui ait l'ombre d'un remords ni le moindre sentiment de culpabilité. Donc il ne faut pas compter sur des aveux tardifs. Par contre, dans l'entourage de l'auteur potentiel, il peut y avoir quelqu'un qui va craquer. Ça peut passer aussi, évidemment, par l'étude systématique de ce qui est fait actuellement de tous les cas de pédophilie. Et puis, ça peut aussi intervenir à la suite d'une saisie incidente, parce qu'au cours d'une perquisition pour tout à fait autre chose, on peut tomber sur un document ou sur un élément matériel qui nous rattachera à l'affaire Marion. Et s'il y a eu plusieurs auteurs, l'idée toujours que l'un d'entre eux peut... Oui, tout à fait, ou un proche. Et par contre, il faut savoir aussi que, s'agissant d'un prédateur sexuel, quelques minutes lui suffisent, quelques dizaines de minutes au maximum pour enlever, violer, tuer et se débarrasser du corps. Donc l'alerte enlèvement à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, et qui n'était pas applicable de toute façon dans ce cas de figure,
serait totalement inapproprié. Je vais être très dur dans ce que je vais dire, mais peut-être qu'au moment où M. Wagon nous a appelés, Marion était déjà morte. Bon, c'est un cas de figure qui est envisageable, malheureusement. Malheureusement. Écoutez, je vous remercie. On ne peut pas aller plus loin. En tout cas, on tenait beaucoup à faire cette émission aujourd'hui pour rappeler à la fois les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et puis nous, comme d'autres, comme Annie Gourc, comme tous ceux qui sont proches de ce dossier, on espère bien sûr qu'un jour, peut-être, il y aura un déclic et que quelqu'un pourra apporter une information importante. C'est tout ce que je nous souhaite collectivement et surtout aux parents de Marion. Merci infiniment. L'émission est terminée et on va retrouver donc Flavie Flament dans quelques instants.